Il y a quelque chose que j'ai mis longtemps à oser dire à mes clients parce que ça sonne dur. Les propriétaires dont les chiens ont le plus de problèmes sont souvent ceux qui aiment le plus leur chien. Pas malgré cet amour, mais à cause de lui. Un amour exprimé d'une façon que le cerveau d'un chien ne peut pas interpréter crée de la distance au lieu du lien. Et ça se fait discrètement sur des mois et des années, dans les plus petits moments du quotidien qu'on ne penserait jamais remettre en question. Je forme des chiens professionnellement depuis 16 ans. Durant cette période, j'ai traité plus de 3000 cas, de la réactivité légère en laisse aux chiens avec des historiques de morsures documentés que d'autres éducateurs avaient refusés. Des gardiens de ressources qui avaient envoyé des gens à l'hôpital. L'anxiété de séparation. Des cas si graves que les chiens détruisaient les murs. L'agressivité basée sur la peur chez des animaux considérés comme inadoptables. Ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que les propriétaires qui renversent la situation le plus vite ne sont pas ceux qui s'entraînent plus dur. Ce sont ceux qui finissent par comprendre ce que leur chien vit réellement. Ces 7 habitudes prennent moins d'1 minute chacune. Elles font aussi la différence entre un chien qui vit avec vous et un chien qui vous choisit. La première se passe à votre porte d'entrée. Imaginez le moment où vous rentrez chez vous. Votre chien est déjà là. Pas de façon passive, mais biologiquement activé. Son rythme cardiaque a grimpé avant que vous tourniez la clé. Son nez a capté les changements de sons ambiants pendant des minutes avant que votre voiture arrive. Et à la seconde où vous entrez, tout s'embrase d'un coup. Les tours sur lui-même, les sauts, les gémissements. Peut-être une chaussure attrapée, juste pour faire quelque chose de toute cette énergie. Ce que presque tous les propriétaires font à ce moment-là, c'est couper court. Ils détournent le regard. Ils disent non. Ils tournent le dos et attendent le calme. Et je comprends pourquoi. Vous avez probablement entendu que récompenser l'excitation la renforce. Vous ne voulez pas d'un chien qui saute sur les invités. Cette logique tient la route dans certains contextes. À la porte, elle passe à côté de ce qui se passe vraiment. Les chiens sont programmés pour les rituels de retrouvailles. Quand les membres de la meute reviennent après une séparation, un échange social spécifique a lieu. Salutations, vérifications olfactives, vocalisation. Ce n'est pas chaotique. C'est un protocole de lien ancré dans des milliers d'années d'évolution. Ce moment à la porte est l'un des moments les plus significatifs émotionnellement de toute la journée de votre chien. Quand vous l'écourtez, votre chien ne comprend pas pourquoi le rituel ne s'est pas terminé. L'excitation ne disparaît pas non plus. Elle se transforme. Elle devient de l'agitation, de l'anxiété. Un chien qui semble plus difficile à calmer parce que quelque chose reste en suspens. Une recherche publiée dans Applied Animal Behavior Science a montré que les chiens qui recevaient des accueils chaleureux et engagés montraient un cortisol significativement plus bas pendant des heures après. Pas juste dans les premières minutes, des heures. Mettez-vous à leur niveau. Laissez-les vous renifler. C'est parlez-leur 30 secondes et laissez les retrouvailles vraiment se produire. Vous ne récompensez pas le chaos. Vous complétez quelque chose que votre chien a retenu toute la journée en attendant que vous le finissiez avec lui. La deuxième habitude concerne le contact visuel, et c'est plus compliqué que les gens ne le pensent. La vraie science confirme ce qui se passe quand un chien et son propriétaire se regardent dans les yeux. Une étude de l'université d'Azabu a montré que le contact visuel mutuel entre chien et propriétaire déclenche un pic d'ocytocine chez les deux en même temps. La même réponse hormonale qui se produit entre une mère et son nouveau-né. Ce n'est pas du sentiment, c'est le résultat. Mais un contact visuel soutenu, sans cligner des yeux, penché en avant, même de quelqu'un que le chien aime, est perçu comme un défi, et comme une pression, comme une confrontation, parce que c'est exactement ce que ça signifie dans la communication canine. Vous verrez les signes si vous savez quoi chercher. Un regard détourné, un léchage lent des lèvres, un bâillement qui semble venir de nulle part. Rien de tout ça n'est de l'ennui. C'est votre chien qui essaie de désamorcer ce que ses instincts lisent comme une confrontation. Il ne vous rejette pas. Il gère le moment. La différence est dans la douceur.
Visage détendu, yeux légèrement plissés plutôt que grands ouverts et fixes. Chaque matin, quand votre chien est calme et à proximité, maintenez ce regard doux pendant quelques secondes. Gardez votre visage décontracté. Ce que vous remarquerez, c'est que votre chien le maintient plus longtemps. Sa queue bouge différemment. Son corps passe d'alerte à détendu. Le même regard bien fait fait l'opposé de ce qu'il faisait mal fait. La troisième habitude semble presque trop simple, jusqu'à ce que vous voyiez ce qu'elle fait au comportement d'un chien en une semaine. Les chiens ne sont pas faits pour rester allongés à attendre une promenade. Ils ont été élevés spécifiquement et délibérément pour résoudre des problèmes. Les Border Collies pour lire les moutons en temps réel, les Retrievers pour suivre les trajectoires de chute, les chiens de chasse pour suivre une piste sur des kilomètres de terrain inconnu. La production mentale que ces tâches exigeaient n'est pas une fonction bonus, c'est un besoin biologique. Quand il n'est pas satisfait, le mâchonnement, les allers-retours, l'agitation, ce ne sont pas de mauvais comportements. Ce sont les symptômes d'un cerveau avec trop de capacité et rien pour le faire tourner. Une étude de l'université de Bristol a montré que les chiens qui recevaient un enrichissement mental quotidien, gamelles ludiques, jeux olfactifs, courtes sessions d'entraînement, montraient des niveaux d'hormones de stress plus bas que les chiens qui ne recevaient que de l'exercice physique. La stimulation mentale était plus efficace pour réduire le cortisol qu'une longue promenade. J'ai vu ça se jouer avec mes propres clients des dizaines de fois. Le chien, qui semblait avoir besoin d'1 heure de course chaque jour pour être gérable, s'est avéré avoir besoin de 15 minutes de travail au nez. Le problème d'énergie n'a jamais été un problème de corps, c'était un problème de cerveau. Cachez de petites portions de leur nourriture dans la maison et laissez-les utiliser leur nez pour la trouver. Apprenez-leur un nouveau mot par semaine et pratiquez-le 3 minutes par jour. Utilisez une gamelle ludique au repas pour qu'ils doivent réfléchir même pendant la routine. 5 minutes de ça changent toute l'énergie de la journée. Ce qui se passe n'est pas juste un chien plus calme, c'est un chien qui commence à vous voir comme la source de la partie la plus satisfaisante de sa journée. Toute son orientation vers vous change, parce que maintenant, vous êtes la personne qui fait que son cerveau se sent vivant. Et c'est un type de relation différent de celui construit uniquement sur la nourriture et les promenades. Mais voici ce que je veux que vous compreniez à propos de la 4e habitude. Parce que c'est celle qui surprend le plus les gens. Vous n'avez rien à faire. C'est ça l'habitude. 1 fois par jour, asseyez-vous quelque part chez vous et laissez votre chien exister près de vous sans aucun objectif. Pas d'ordre, pas de caresse, sauf s'il les initie. Pas d'appel de son nom. Juste coexister. Les chiens sont des animaux de proximité. L'une des façons les plus fondamentales dont un chien exprime sa confiance est simplement de choisir d'être près de quelqu'un. Pas en performant, pas en demandant quoi que ce soit, juste en étant dans la même pièce. Les chercheurs qui étudient l'attachement chez les chiens ont découvert que la simple présence de leur propriétaire, sans aucune interaction, produit des réductions mesurables du rythme cardiaque et du cortisol. Votre présence calme régule biologiquement le système nerveux de votre chien. Vous êtes son ancre, il n'a pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit pour le ressentir. Il a besoin que vous soyez là. Au fil des jours et des semaines à faire ça, la distance entre l'endroit où vous vous asseyez et où votre chien se pose devient plus petite. Il se rapproche. Il se détend plus vite. Il dort plus profondément. Parce que pour un chien, l'endroit le plus sûr au monde n'est pas le coin le plus chaud de la maison. C'est là où vous êtes. La 5e habitude se passe dans les 3 premières secondes de chaque interaction physique, et la plupart des propriétaires la sautent entièrement. Les chiens ne mènent pas avec leurs yeux, ils mènent avec leur nez. Le nez canin contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Alors les humains en ont environ 6 millions. Avant que votre chien ne décide quoi que ce soit sur une situation, si c'est sûr, si vous êtes de bonne humeur, si un étranger est une menace, il le sent d'abord. Le reniflement n'est pas un comportement de salutation. C'est tout son système de prise d'information qui fait son travail. Regardez ce que la plupart des gens font avant de caresser un chien. Ils tendent la main
et touche directement, souvent par-dessus, la main descendant sur le dessus de la tête, ce qui est perçu comme une menace potentielle. C'est un objet qui approche par le haut. Beaucoup de chiens montrent une réaction de recul qui passe en une fraction de seconde. Et les propriétaires ne la captent jamais. Chaque fois, avant de caresser votre chien, présentez le dos de votre main au niveau du nez, à pas pousser dans leur visage, juste à proximité. Laissez-les venir vers elles. Vous sentirez leur nez s'y presser. Vous remarquerez leur corps s'adoucir. C'est la prise d'information qui se complète. C'est leur cerveau qui confirme sûr et familier. Ensuite, caressez sous le menton ou sur la poitrine, pas le dessus de la tête. 3 secondes. Chaque fois que vous devenez la personne qui attend le reniflement, les chiens s'en souviennent d'une façon dont ils ne se souviennent pas de beaucoup d'autres choses. La 6e habitude est la plus difficile parce qu'elle vous demande de résister à quelque chose qui ressemble à de l'amour. Les chiens dorment entre 12 et 14 heures par jour. Le sommeil est le moment où leur cerveau consolide tout ce qu'il a rencontré, où le cortisol se réinitialise, puis où le système immunitaire fait son travail le plus essentiel. Et le sommeil profond, la phase où votre chien peut tressaillir ou pédaler avec ses pattes, c'est là que tout ça se passe le plus intensément. C'est aussi quand votre chien est le plus vulnérable. Chaque instinct protecteur est hors ligne. Il a choisi cet endroit à ce moment parce qu'il se sentait assez en sécurité pour être complètement sans défense. C'est l'une des expressions les plus profondes de confiance qu'un chien puisse offrir. Quand vous l'interrompez avec un toucher soudain, même doux, votre chien sursaute d'une vulnérabilité profonde vers une vigilance soudaine, sans contexte. Même s'il vous reconnaît immédiatement et se recouche, quelque chose est enregistré. Cet endroit est devenu légèrement moins sûr. Faites ça régulièrement et vous remarquerez que votre chien commence à dormir dans des endroits plus cachés. Sous les meubles, derrière les portes, il ne se retire pas de vous. Il cherche des endroits où la vulnérabilité du sommeil profond ne sera pas brisée. Je les laisse tranquilles. Passez à côté. Résistez à l'envie. Quand ils se réveillent d'eux-mêmes et viennent vous trouver, l'accueil est différent, plus chaleureux, plus présent. Ils viennent du repos, pas d'une vulnérabilité interrompue. Cette distinction compte plus qu'il n'y paraît. La 7e habitude se connecte à quelque chose que je vois chez chaque chien avec qui j'ai travaillé, qui a un lien vraiment profond avec son propriétaire. Quand les chiens de la même meute se toilettent mutuellement, ils toilettent des zones spécifiques. La base des oreilles, l'arrière du cou, à l'espace entre les omoplates. Ce sont les endroits qu'un chien ne peut physiquement pas atteindre lui-même, peu importe sa souplesse. À cause de ça, la seule façon dont un chien reçoit un toucher dans ces zones est de quelqu'un en qui il a totalement confiance, d'un membre de la meute. Ces endroits sont neurologiquement différents de partout ailleurs sur leur corps. La recherche sur le comportement social canin a montré qu'un toucher lent et doux dans ces zones active les mêmes circuits de lien qui s'activent entre membres de meute liés. Ils parlent à quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'est pas perçu comme agréable, mais comme appartenance. Une fois par jour, quand votre chien est calme et posé, placez votre main à la base de son crâne, juste là où le cou rencontre la tête. Utilisez vos doigts, pas votre paume. Appliquez une pression douce, lente, circulaire. Descendez le long de l'arrière du cou vers les épaules. Gardez le rythme lent et sans hâte, comme si vous n'aviez nulle part où aller. Regardez ce qui se passe. Leur tête descend légèrement. Leurs yeux s'adoucissent ou se ferment. Leur respiration ralentit et s'approfondit. S'ils sont debout, leur poids se déplace vers l'arrière contre vous. Ce n'est pas juste de la détente. Ce sont les signatures physiologiques d'une libération d'ocytocine. En temps réel, vous ne les caressez pas. Vous faites quelque chose que leur cerveau enregistre de la même façon. Il enregistre être tenu par le seul animal au monde en qui ils ont le plus confiance. Quand vous mettez ces 7 habitudes ensemble, les retrouvailles à la porte, le contact visuel doux chaque matin, l'enrichissement mental qui fait de votre présence la partie la plus intéressante de leur journée,
la coexistence tranquille qui ancre leur système nerveux, le reniflement de 3 secondes avant chaque toucher, le sommeil protégé qui leur permet d'être totalement sans défense, le toucher lent dans les endroits que seul un membre de meute atteint. Vous n'additionnez pas 7 petites habitudes. Vous devenez quelque chose que le cerveau de votre chien reconnaît. Et au niveau le plus profond, pas la personne qui les nourrit ou les promène, pas la personne qui vit dans la même maison, la personne à qui ils appartiennent, la personne qu'ils choisissent chaque jour parmi tous les gens au monde pour rester proches. Ce genre de lien ne vient pas de plus de discipline ou de plus d'équipement ou de plus de sessions d'entraînement. Il vient de la compréhension de ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre chien et de répondre dans un langage qu'ils ont toujours essayé d'entendre. C'est de ça que parle cette chaîne. Si ça a changé votre façon de voir votre chien aujourd'hui, abonnez-vous, je sors ça chaque semaine.